septembre 1939. L'armée allemande envahit la Pologne lors d'une offensive aussi rapide qu'efficace. 20 ans plus tôt, les grands-pères de ces hommes aujourd'hui victorieux avaient connu l'humiliation de la défaite. En novembre 1918, après 4 années de guerre, l'empereur Guillaume II avait été contraint d'abdiquer. Son armée avait été battue par les Alliés, français, anglais et américains. Son peuple mourait de faim. Dans ce chaos, un mythe était né. Celui d'une armée allemande victorieuse sur le terrain, trahie par ceux de l'arrière, les politiciens. Le 11 novembre 1918, à 11 h du matin, la Première Guerre mondiale prend fin. Dans les mois qui suivent, Woodrow Wilson, alors président des États-Unis, s'engage à œuvrer pour la création d'un nouvel ordre mondial. Il persuade la plupart des chefs d'État de le rejoindre pour former la Société des Nations. Le traité de Versailles officialise la naissance de cette institution internationale. Désormais, les conflits devront se régler par le dialogue. La guerre est mise au ban. En Europe, plusieurs peuples goûtent enfin à la liberté. L'Empire austro-hongrois, allié de l'Allemagne vaincue, est démembré. 8 nouvelles nations apparaissent: l'Autriche, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. L'Allemagne elle-même est amputée d'une partie de son territoire. Ce démembrement porte en germe les futurs conflits. En Tchécoslovaquie, d'importantes minorités allemandes nourrissent déjà un rêve: la réunification de leurs terres avec la mère patrie. Pour la population allemande, la ruine s'ajoute à l'humiliation de la défaite. Le pays doit payer les réparations à la France et au Royaume-Uni. L'addition est salée. 6,5 milliards de livres. Le pays n'est pas prêt de se relever. La cicatrice ne se refermera pas de sitôt. Lorsqu'il revient aux États-Unis, Wilson comprend que son rêve n'est pas prêt d'aboutir. Le Congrès américain refuse que le pays rejoigne la Société des Nations. Un comble. L'Amérique, effrayée par la perspective d'un autre conflit, s'isole du reste du monde. Une doctrine est née, l'isolationnisme. La guerre a profondément modifié le paysage politique allemand. La monarchie militaire a été balayée. Le pays est devenu une démocratie. Mais le gouvernement de cette république dite de Weimar a du mal à faire face aux tensions qui secouent la société. Des batailles de rue opposent l'extrême droite aux communistes, qui, inspirés par l'exemple russe, tentent de faire une révolution. En 1923, les prix augmentent de plusieurs centaines de pourcents en quelques mois. La monnaie n'a plus que la valeur du papier sur lequel elle est imprimée. Les petits épargnants assistent, impuissants, à la disparition de leurs économies. Il y a sans doute ici le terrain fertile dans lequel un homme saura faire éclore la contestation contre des politiciens jugés responsables de tous les malheurs du peuple. Hitler est né en Autriche en 1889. Il a participé à la Grande Guerre durant laquelle il s'est illustré, obtenant même la Croix de Fer. Après sa démobilisation, il s'installe à Munich. Ses talents d'orateur lui permettent de prendre le contrôle d'un groupuscule, le Parti national socialiste. En octobre 1923, Hitler et ses hommes tentent de renverser la République de Weimar. C'est trop tôt. Le coup d'État échoue. Hitler est condamné à 9 mois de prison. Il met à profit sa réclusion pour écrire un livre, Mein Kampf, Mon combat. Cette profession de foi jette l'anathème sur les Juifs, considérés comme le mal de la nation germanique.
Hitler réclame également la restitution des territoires orientaux. À sa sortie de cellule, Adolf Hitler n'a qu'un but, rassembler les nazis au sein d'une machine politique implacable. L'homme est rusé, il utilise le système démocratique pour asseoir sa puissance. Pendant 5 années, l'Allemagne panse ses plaies. La prospérité revient, les partis extrémistes, de gauche comme de droite, se renforcent. Hitler n'a besoin que d'une opportunité pour s'imposer dans le jeu du pouvoir. En octobre 1929, la bourse américaine s'effondre. Le tsunami de la dépression économique balaye le monde. 6 millions d'Allemands se retrouvent au chômage. Dans ce chaos, les partis extrémistes incarnent l'espoir et la rage. Qui se méfie d'Adolf Hitler? En 1931, le parti nazi s'est transformé en mouvement de masse. Il possède ses propres milices en chemise brune. Ces 3 millions d'hommes enrôlés dans la SA battent le pavé. Aux élections de 1932, le parti nazi devient la première force politique du Reichstag, le Parlement allemand. En refusant de rejoindre une coalition, Hitler sait qu'il va paralyser les institutions. Pour sortir de cette impasse, le président Hindenburg le nomme chancelier. Nous sommes en janvier 1933, Hitler est chef du gouvernement. Un mois plus tard, le Reichstag brûle. C'est le moment d'agir. Hitler accuse les communistes et demande les pleins pouvoirs. La chasse aux opposants commence. En août 1934, le président Hindenburg meurt. Hitler a le champ libre. Il prend la succession par la force. Il est désormais le seul et unique chef du pays. Il est le guide suprême, le Führer. Très vite, il consolide son pouvoir dictatorial en concentrant tous les efforts du pays sur le renforcement de l'économie allemande. Pendant 3 ans, il investit des millions dans les travaux publics. La construction de 7500 km d'autoroutes résorbe une partie du chômage. Mais ces grands projets cachent à peine l'axe principal de la politique du Führer, le réarmement. Selon le traité de Versailles, l'armée allemande ne devait compter que 100 000 hommes et ne posséder ni force aérienne, ni blindés, ni sous-marins. En 1935, Hitler sort du bois. L'Europe apprend que 300 000 Allemands sont sous les drapeaux. Et surtout, l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, dispose de 2500 appareils, plus que l'Angleterre ou la France. Dans la population allemande, la baisse du chômage a rendu le parti nazi incroyablement populaire. Soutenu par son peuple, Hitler peut entamer sa stratégie de reconquête. En 1935, la Société des Nations lui restitue la Sarre, région frontalière avec la France. Un an plus tard, il expédie ses troupes réoccuper la Rhénanie, une zone démilitarisée depuis le traité de Versailles. L'opinion internationale préfère croire qu'Hitler se contente de redonner à sa nation l'envergure qu'elle possédait avant la